Bonjour David O'Neill, Bonjour Antoine. vous êtes aujourd'hui l'invité d'Innova Press. Vous êtes directeur exécutif de Kizio Études et Conseils, qui est une filiale de Keolis. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Kizio? Alors Kizio, c'est 3 activités. Une activité digitale, donc il fait notamment des applications pour permettre aux voyageurs de se diriger dans les transports en commun. Une activité de service pour aider les voyageurs au quotidien. Et puis une activité de conseil dont je m'occupe, qui a pour but d'aider les opérateurs, les collectivités à trouver les meilleures solutions de déplacement pour les voyageurs. D'accord, donc vous vous occupez de l'activité conseil. Exactement. Et Kizio, son mot d'ordre, c'est d'utiliser la data pour améliorer les flux de voyageurs, donc. Exactement. Nous, c'est notre grand enjeu. Toutes nos activités, elles partent du fait de bien comprendre la façon dont les gens se déplacent. Alors, traditionnellement, on peut faire des modèles, on peut enquêter avec les gens par téléphone, sur site. On peut même utiliser les traces mobiles vendues par les opérateurs qui collectent sur les antennes. Mais ces solutions-là, elles ont leurs limites. Elles sont souvent aussi assez chères. Et donc, on a cherché à voir comment on pouvait un peu réinventer la compréhension des mobilités sur les territoires et sortir aussi des silos de mobilité, c'est-à-dire que les opérateurs de transport en commun, ils connaissent bien la manière dont ça se passe dans les transports en commun, les opérateurs de la route, ils savent bien comment ça se passe sur la route, mais c'est très difficile d'arriver à agréger toutes ces données pour donner une vision globale. Donc nous, on a essayé de travailler un peu différemment, et notamment en utilisant les données GPS ou Wi-Fi des smartphones. Donc on va collecter dans le monde, on suit à peu près 60 millions de personnes, on collecte toutes ces données et puis derrière on va les traiter avec des algorithmes que nous avons développés pour pouvoir comprendre comment les gens se déplacent, quel mode ils utilisent, sur quelle route ils voyagent, quelle ligne ils utilisent, est-ce qu'ils sont à vélo, à pied, et puis derrière on peut aider nos clients là-dessus. D'accord, et concrètement, ces données, elles viennent d'où? Elles viennent des applications? Vous avez des accords avec des applications pour récupérer les données? Exactement. Un de nos enjeux qui est très important, c'est de pouvoir collecter des données sur des applications qui soient portées par le plus de monde possible. Il faut évidemment que les gens donnent leur accord. Et comment ils donnent leur accord, les gens? En fait, dès que vous téléchargez une application et que vous acceptez de vous géolocaliser, vous acceptez que vos données soient utilisées ou pas, parce que le consentement il doit être éclairé, pour faire de la publicité, pour mieux cerner vos besoins et vous donner les produits que vous avez envie, ou alors pour aussi bien comprendre comment vous vous déplacez. Et compléter votre base de données, du coup. Exactement. Après, nous, on va regarder les choses uniquement pour des buts de politique publique et de bien commun. Et puis, évidemment, toujours dans le respect du RGPD, des préconisations de la CNIL, ce qui fait qu'on va regarder que des flux globaux de voyageurs. On va jamais s'intéresser aux individus. C'est anonymisé. C'est complètement anonymisé, évidemment. Et puis, la CNIL est très claire là-dessus. On n'a jamais le droit de regarder des flux de moins de 10 voyageurs. D'accord. Donc, histoire d'anonymiser et de pouvoir prendre que des flux globaux sans... C'est ça. Et d'être sûr que quelqu'un qui habite dans un village isolé et qui travaille à tel endroit, on le repérera pas parce qu'il sera le seul, il serait le seul finalement à faire ce trajet-là. Il faut toujours que ce soit des trajets d'au moins 10 personnes. D'accord. Et vous compactez les données et après, vous les traitez, ces données. Exactement. On constitue d'immenses bases de données avec tous ces déplacements. On les redresse pour derrière qu'elles soient le plus représentatives possible de la réalité. D'accord. Et puis par derrière, on va pouvoir les exploiter. Par exemple, de comprendre, on a communiqué il y a peu de temps avec avec le Transilien et l'Institut Paris Région. On avait regardé, par exemple, combien de personnes se déplacent, par exemple, entre Argenteuil et Paris. Et donc, c'était très compliqué à établir avant. Et donc, c'est 125 000 personnes qui font tous les jours ce trajet dans les deux sens. 60% utilisent plutôt les transports en commun, 40% plutôt la route. On voit que c'est très différent à l'heure de pointe, où c'est 85% des gens qui utilisent les transports en commun. À l'inverse, la nuit, c'est plutôt des gens qui prennent la voiture. Donc, ça permet d'être très précis sur ces requêtes-là. Vous arrivez à savoir un trajet s'il est fait à pied, à vélo, en voiture, en train? Exactement. Et puis, quelles sont les différentes séquences du trajet? Est-ce que la personne va à pied ou en voiture à la gare? Derrière, quelle ligne de transport en commun elle va utiliser? Si elle prend sa voiture, quelle route? Est-ce qu'il y a on va utiliser statistiquement pour voir si le nombre de gens qui n'utilisent que le train, qui n'utilisent que la route, qui changent suivant leurs habitudes, combien de fois ils le font dans la semaine? Enfin, D'accord. Vous reconstituez les parcours. Exactement. Et une fois que vous avez reconstitué les parcours, à quoi ça sert finalement de reconstituer ces parcours? Qu'est-ce que vous en faites de ces parcours? Après, ça nous permet d'avoir d'une part de pouvoir donner ces éléments-là à nos clients qui peuvent soit s'en emparer pour les intégrer dans leur propre modèle et avoir leur réflexion. Par exemple, avec la crise Covid, beaucoup de questions se sont posées de la manière dont on priorise l'espace. Et donc, pour desservir un endroit, qu'est-ce qui est le plus pertinent? D'augmenter l'offre de transport en commun, de laisser au contraire les voitures, de laisser de la place au vélo. Là, ça permet d'objectiver
ces éléments-là. Donc là, on l'a fait un peu dans des conditions de crise, mais ça permettra en gros, de monitorer la ville au quotidien en fonction des moments. Évidemment, les touristes, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins que les gens qui font du domicile-travail. Donc, l'offre de transport en commun, la place qu'elle prend, la place des vélos, la place de la voiture, ne doit pas être toujours la même au même moment de l'année, de la journée. Et donc, tout ça, ça permettra d'aller beaucoup plus loin dans cette compréhension. D'accord, donc de l'optimisation dans un premier temps, et peut-être à plus long terme, est-ce que l'idée, ça peut être aussi d'influencer les habitudes des voyageurs? Exactement, ça permet de communiquer. Il y a un des axes là en ce moment qu'on poursuit qui est très intéressant, c'est de pouvoir regarder sur le vélo quelles sont les origines-destinations qui sont aujourd'hui faites en voiture et qui seraient pertinentes de faire à vélo. Et donc on va regarder un quartier qui va aller vers un autre quartier, puis on va dire, regardez en fait, quand on regarde vos trajets, si vous utilisiez le vélo, ce serait plus rapide que ce que vous utilisez la voiture. Après, ça veut dire probablement faire les aménagements s'il en manque, faire aussi de la signalétique urbaine pour pousser les gens à faire du vélo, voire même de la communication et de la sensibilisation. C'est vraiment des nouvelles manières de travailler. D'accord, et je reviens un petit peu en arrière. Vous compilez 60 millions de données, vous m'avez dit, c'est ça tout à l'heure? 60 millions de personnes, dont on va compiler les données tous les jours. Alors ça, c'est dans le monde entier, parce qu'on travaille évidemment en France, mais aussi aux États-Unis, en Australie, dans beaucoup de pays dans le monde. Sur quel territoire vous travaillez? Vous avez parlé tout à l'heure de villages. Est-ce que vous travaillez du coup pas que sur les métropoles, aussi des villages, des villes moyennes, des villes? On peut travailler à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle de la ville, entre deux villes, puisque en gros, on collecte tous les trajets, que ce soit, alors, pas les trajets très très courts, ça on a du mal à les percevoir. Si vous allez acheter votre pain et que vous remontez, que ça dure moins de 10 minutes et moins de 300 mètres, là souvent on n'a pas assez de traces pour être sûr que vous soyez déplacé, mais tous les trajets qui sont plus longs, on en a une vision et puis derrière des statistiques qu'on peut générer. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu un cas concret de collectivité que vous accompagnez? Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir et nous expliquer concrètement comment vous accompagnez? Oui, bien sûr. Alors, on a lancé cette offre qui est assez nouvelle en février-mars de l'année 2020, donc juste avant le Covid. Juste avant la Covid, d'accord. Juste avant la Covid. Et donc, le ministère des Transports nous a demandé de l'assister après qu'on ait publié, pour montrer notre capacité à faire sur le sujet, de l'accompagner sur le suivi du déconfinement. Donc, en quelques jours, il a fallu mettre en place des outils de suivi dans les 8 grandes agglomérations françaises, l'Île-de-France, Marseille, Lyon, pour comprendre en gros comment les gens revenaient à la mobilité. Est-ce qu'ils y revenaient massivement? On avait vu que en situation normale, on était en base 100, on était descendu pendant le confinement à 20-25% des déplacements d'habitude, et que c'était beaucoup moins dans les transports en commun, plus en voiture, la même chose à pied en termes de proportion, évidemment. Et donc, une des inquiétudes, c'est de dire si dans le nouveau monde, tout le monde prend sa voiture et plus personne ne prend les transports en commun, ou alors si tout le monde prend les transports en commun au même moment, il faut qu'on puisse arriver à le savoir très vite. Et donc, on délivrait des résultats tous les jours qui allaient derrière pouvoir nourrir les grandes décisions. Et les résultats, c'est ça sert finalement à nourrir les décisions, à guider les politiques qui sachent où ils vont. Exactement. Donc, le déconfinement, c'est heureusement bien passé. Alors, on peut pas dire que ce soit grâce à nous, c'est d'abord au civisme de tout le monde qui a eu des comportements assez exemplaires qu'on a bien vu dans les gens qu'on suivait, mais ça aurait permis effectivement de prévenir quelques situations graves. On les a vues quand notamment en région parisienne, on a vu très tôt le matin en fait, il y avait très vite sont revenus les premiers voyageurs. On les a vus dans les transports en commun parce que c'était des quartiers où c'était des gens qui n'avaient pas forcément de voiture, et donc ils se retrouvaient avec une heure de pointe qui était beaucoup plus tôt que d'habitude, des gens qui n'avaient pas forcément le choix, qui faisaient du domicile-travail, donc ça a permis aussi d'adapter les offres quand il le fallait et de prendre les bonnes décisions. D'accord, là donc ce que vous nous donnez, c'est un exemple un peu de gestion de crise. Est-ce que vous vous posez aussi finalement comme une réponse aux nouveaux enjeux de mobilité? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des nouveaux défis auxquels les décideurs politiques seront confrontés? Est-ce que vous pensez que vous pourrez les aider justement? En tout cas, je pense que je remplacerai jamais la vision politique sur le sujet et la vision de la ville, parce que c'est pas la donnée qui peut la remplacer. Par contre, ça peut permettre d'objectiver les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on voit les trajets, comme on sait quelle longueur ils font et combien de personnes on transporte, ça nous permet aussi de bien comprendre quel est l'impact CO2, l'impact de consommation énergétique de l'utilisation des modes. Et comment il varie aussi en fonction de la météo, en fonction des événements exceptionnels qu'on a dans une ville. Et tout ça, ça peut permettre de mieux comprendre la mobilité et peut-être demain de mieux adapter les choses. C'est-à-dire de se dire, il y a
peut-être des voiries qui, à certains moments, on va prioriser aux piétons ou aux vélos de façon plus fréquente. Il y a peut-être des moments où on ne se rend pas compte, mais il faut augmenter l'offre de transport, quitte à la prioriser et à interdire l'accès aux voitures sur certaines voies. Au contraire, à certains moments, de dire, il n'y a pas tant de voitures que ça, et c'est la manière la plus efficace de se déplacer. Alors, c'est pas forcément notre enjeu et notre volonté, mais ça peut être le cas aussi, il faut le dire. Et puis, tout ce qui est aussi nouvelle mobilité, les transports à la demande, tous ces sujets-là qu'on permet de mieux voir et toujours d'objectiver grâce à la donnée. Objectiver les mobilités pour mieux les comprendre et pour mieux prendre des décisions. Exactement. Vous l'avez parfaitement résumé. Merci David O'Neill. On aura le plaisir de vous retrouver au Forum des projets urbains le 9 mars à la conférence Itinéraire bis. Je vous remercie d'être venu dans l'invité d'Innova Press. Au revoir.